22 minuit, toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. On vous en a parlé hier, la terre a tremblé dans le Midi. Un séisme de magnitude 5 a été mesuré près de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. À 7, une explosion blesse plusieurs élèves du centre de formation des apprentis Nicolas Albano. Une cellule de crise a été mise en place. Jean-Noël Guérini claque la porte du Parti Socialiste. Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a expliqué son choix aujourd'hui et il n'hésite pas à régler ses comptes. Et puis pour lutter contre le ver de grappe, une vingtaine de caves particulières ou coopératives utilisent le traitement aux phéromones autour du bassin de Thau dans l'Hérault. Et on commence donc avec le séisme qui a touché le sud-est de la France hier soir. Un tremblement de terre de magnitude 5 sur l'échelle de Richter mesuré dans les Alpes de Haute-Provence et des secousses qui ont été ressenties jusqu'à Marseille. Romain Péric. C'est d'ici à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, que le tremblement de terre est parti à 21h27 hier soir. Son épicentre, situé à 5 km de profondeur, a provoqué une onde de choc qui s'est propagée jusqu'à Marseille. Sur Facebook, tout le monde disait ça, mais moi j'ai rien senti. Moi j'étais dehors, mais j'ai rien senti. Je l'ai su par la radio ce matin. Les murs ont bougé, je buvais le thé s'est mis à balancer. C'est là où j'ai dit, faut tout que tu arrêtes, c'est la fin du monde, voilà quoi. J'ai cru que c'était un fantôme au début. En fait, c'est que ma chaise elle a tremblé et j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, après, d'un coup, je voyais sur Facebook toutes les statuts de mes contacts. Si l'événement a provoqué un mini tsunami sur les réseaux sociaux et un pic d'appel des services de secours, ce séisme d'une magnitude de 5,3 sur l'échelle de Richter a pu faire de très légers dégâts matériels, mais aucune victime. En moyenne, c'est tous les 10 à 15 ans qu'un séisme atteint cette magnitude dans le quart sud-est de la France. La faille est concernée, elle fait seulement 3 km. On sait que l'intensité des séismes est proportionnelle à la longueur des failles qui ont été déplacées. Par rapport à la faille d'Algérie qui fait 600 km et aux failles du Pacifique qui font plusieurs milliers de kilomètres, 3 km c'est pas beaucoup et ça ne peut pas générer des séismes supérieurs à 5. Le dernier séisme important enregistré est celui de Lambesc en 1909 qui avait fait 46 morts et détruit 1500 habitations. Direction 7 à présent avec une explosion qui a retenti ce matin au centre de formation des apprentis Nicolas Albano. 5 jeunes gens ont été blessés. L'établissement ne déplore pas de dégâts matériels, mais une cellule de crise a été mise en place. L'intervention des pompiers a duré 2 heures en tout. Alors ce matin vers 10h10, une explosion a retenti dans notre CFA. Donc c'était l'atelier cuisine. Un jeune par inadvertance a posé un chalumeau sur une plaque chauffante et donc quelques minutes après il y a eu une explosion. Pas de blessés graves, 3 blessés légers, brûlés au 2e degré qui ont été envoyés par les pompiers sur Montpellier à la Péronie et 2 blessés légers dus à l'impact de l'explosion à 7. Autre titre ce soir avec Jean-Noël Guérini qui quitte le Parti Socialiste. Le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône l'a annoncé hier soir sur son blog. Aujourd'hui, il a tenu une conférence de presse, notamment pour régler ses comptes avec ses ex-camarades du PS, mais aussi pour donner des précisions sur son avenir. Il quitte le Parti Socialiste, oui, mais il n'abandonne pas pour autant la politique. On écoute le président du Conseil général. On n'assiste pas à un enterrement, mais à une renaissance. Je ne resterai pas du tout inactif et je vais prendre des initiatives. Par exemple, préparer les cantonales. Mais préparer les cantonales, ça veut dire en même temps que peut-être que dans certains cantons, il y aura des candidats du mouvement que je vais créer. Pas dans tous, dans certains. Et puis maintenant, il faut préparer les élections sénatoriales. Mon parti, dorénavant, écrivez-le, retenez-le, c'est le parti des Bouches-du-Rhône. Je veux être un homme libre, en n'adhérant plus à aucun parti. Voilà pour ces propos recueillis par Mélina Brioude et Franck Chassagnon. Le divorce est donc prononcé entre le Parti Socialiste et Jean-Noël Guérini. Du côté de la direction du parti, on affirme que le président du Conseil général n'a fait qu'anticiper son exclusion qui devait être décidée mercredi. Sidonie Caneto. Démonstration de force, Jean-Noël Guérini reste maître du jeu.
quittant lui-même le parti dont il était membre depuis 1967, avant l'annonce de son exclusion prévue mercredi. Un départ qui soulage ses opposants au sein du PS qui attendaient cela depuis 3 ans. On n'a pas été capable au Parti socialiste de virer, excusez-moi l'expression, Jean-Noël Guérini. C'est lui qui nous remercie. Tout faux. Nous avons fait tout faux. Enfin, l'essentiel, c'est que désormais, nous entamons une nouvelle phase. Il a quitté le Parti socialiste. Nous allons donc pouvoir nous reconstruire, loin de son image. On en a besoin d'ailleurs de se reconstruire. Président du Conseil général depuis 1998, Jean-Noël Guérini sera candidat sous son nom aux prochaines sénatoriales et candidat à sa propre succession en 2015 à la présidence du Conseil général. Moi, sur le principe, Jean-Noël Guérini a été élu effectivement sous l'étiquette PS. Aujourd'hui, il la quitte, mais je voudrais bien savoir le nombre de socialistes du groupe qui quittent aussi le groupe ou qui y restent. Dans son communiqué, Jean-Noël Guérini a déclaré quitter un parti qu'il ne reconnaît plus, un parti qui s'est écroulé aux dernières municipales, des élections où l'on a vu une de ses proches faire alliance avec l'UMP. Il ne faut rien exclure en politique, rien, et surtout pas lorsque cela se passe à Marseille avec Jean-Noël Guérini et Jean-Claude Gaudin. Les élections municipales l'ont démontré, une fusion parfaite entre une liste UMP et une liste guériniste. Alors pourquoi pas Jean-Noël Guérini se rapprocher de l'un ou de l'autre. Ils n'ont jamais été très éloignés en réalité dans la gestion. Reste à voir jeudi lors de la séance plénière du Conseil général comment vont voter les socialistes. Dans l'actualité nationale à présent, Manuel Valls a prononcé aujourd'hui son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, passage obligé pour le Premier ministre. Cette intervention lui a permis de faire un certain nombre d'annonces importantes avant le vote de confiance des députés. Compte rendu. Pour approbation, 306, contre 239. La confiance, mais à quel prix? Le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, n'a pas fait le plein des voix à gauche. Il avait pourtant pris le soin de rassurer les députés socialistes, encore sous le choc des municipales. Il ne s'agit pas de donner des dégages, il s'agit de construire un partenariat fructueux. Le vote d'aujourd'hui porte bien son nom, la confiance. Je demande la confiance de l'Assemblée nationale parce qu'il faut redonner confiance au pays. À 11 abstentions près, les 291 députés socialistes ont voté le soutien au gouvernement, même si un tiers d'entre eux avaient mis la pression sur Manuel Valls en demandant la fin des politiques d'austérité. Les députés écologistes ont longuement hésité avant de se diviser. 10 pour, 6 abstentions. Nous ne faisons pas de procès d'intention ni de chèque en blanc. Nous savons que la tâche est extrêmement difficile. L'opposition, quant à elle, s'est durcie. Le Front de gauche a voté contre, alors que les amis de Jean-Luc Mélenchon s'étaient abstenus en 2012. L'UMP, sans surprise, a voté contre, comme un seul homme. Aucun changement. Pire même, on retrouve Madame Royal et Monsieur Sapin dans les responsabilités qu'ils occupaient tous les deux il y a un quart de siècle. Vous nous permettrez donc, et votre orgueil légendaire dut-il en souffrir, de nous interroger sur votre autorité. Une opposition unie, Manuel Valls s'y attendait. Malgré tout, il a déroulé le pacte de responsabilité avec quelques annonces. 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, de 2015 à 2017. L'effort doit être partagé par tous. Des économies mais aussi des allègements fiscaux pour les ménages modestes, une révision de la réforme des rythmes scolaires, une division par deux du nombre des régions. Prochaine étape pour le gouvernement Valls, convaincre Bruxelles d'ici au 15 avril de sa bonne volonté en matière d'économie budgétaire, encore et toujours. Dans l'actualité également aujourd'hui, Amnesty International a tenu une conférence de presse à Marseille pour présenter un rapport sur les violences faites aux Roms, agressions racistes, harcèlement policier et expulsions à répétition. La situation se détériore dans 3 pays dans la France. Selon l'ONG, c'est particulièrement vrai à Marseille. Marguerite Kioch. Un rapport pour demander justice pour les Roms. Selon Amnesty International, ces populations, notamment ceux qui vivent en bidonville, sont quotidiennement victimes de harcèlement.
par la police qui fait pression avant les expulsions et parfois par les riverains d'un campement. En mars 2013, il y a une dizaine de personnes dans le quartier Saint-Louis de Marseille qui ont été agressées par des riverains, des gens qui habitaient dans le même quartier de Saint-Louis et avec une femme qui a dû être hospitalisée. Et ces personnes-là, en fait, n'ont pas porté plainte parce qu'ils avaient peur des répercussions, comme en fait les agresseurs habitaient dans le même quartier. Donc, pas porter plainte à la police. Le cas le plus emblématique à Marseille, l'épisode des créneaux où des habitants avaient chassé les familles et brûlé une partie du campement. Un comportement banalisé par le discours médiatique et politique, selon les associations. Le discours des politiques qui vous parlent de vol à chaque fois que des familles roms sont installées, qui vous parlent de la traite des enfants, de la traite des organes, des réseaux mafieux. Je veux dire, c'est ça qu'on retrouve dans le discours des politiques, ça va jusque-là. Enfin, je ne veux pas citer de nom d'élus, mais quand une élue vous dit devant un terrain, là il y a de la traite qui est organisée alors qu'elle n'en sait rien, je veux dire, bon, la rumeur est répandue. On sait l'impact que peut avoir une rumeur infondée, mais bon, ça rentre dans les esprits. Les associations rappellent que les Roms vivant en bidonville à Marseille ne représentent que 1500 personnes, une infime partie de la population. Surtout, des solutions existent pour sortir de la misère et intégrer ces familles, comme le prouve l'expérience de Gardanne, où 60 personnes sont accueillies sur un terrain municipal. Direction l'Hérault, à présent autour du bassin de Thau. La lutte contre le ver de grappe passe par les phéromones. Une vingtaine de caves particulières ou coopératives utilisent cette technique innovante pour perturber ce nuisible. Une initiative soutenue par le Conseil général de l'Hérault. Reportage. À peine quelques millimètres de longueur et pourtant ce minuscule insecte est responsable de dégâts considérables. Afin de lutter contre le ver de grappe ou eudémis, de nombreux viticulteurs expérimentent une nouvelle méthode dite de la confusion sexuelle. La confusion sexuelle, c'est un moyen alternatif aux produits chimiques pour lutter contre l'eudémis. C'est saturer l'atmosphère en phéromones femelles pour empêcher les mâles de s'accoupler. Donc c'est une mesure qui permet de lutter contre les vers de la grappe au niveau du vignoble. Le principe, 2 capsules diffusent un parfum de synthèse qui reproduit l'odeur de la femelle. Le mâle désorienté est alors incapable de retrouver sa dulcinée et donc de se reproduire. C'est une démarche qui a eu un succès avec des résultats très positifs. La volonté politique a été donc de le faire partager, bien sûr, mais surtout aussi de financer à hauteur de 100 € l'hectare une subvention à chaque viticulteur. Une méthode qui porte ses fruits. Dans l'Hérault, le nombre d'hectares de vignes où cette méthode est appliquée a été multiplié par 6 en un an, passant de 220 à plus de 1200. En Allemagne, près de 65% des viticulteurs l'ont déjà adopté.